Bonjour. Est-ce que se montrer fort, refouler ses émotions ou se cacher est une réelle solution ou une façon de se détruire face à la sensibilité, la vulnérabilité et la fragilité? Est-ce qu'il t'arrive de te définir comme une moumoune ou une éponge émotionnelle? Te sens-tu faible ou en danger face à ces sentiments-là? Donc, bienvenue dans la richesse des différences, le podcast où l'on démystifie les subtilités de la vie. Ici, on vit une expérience en explorant les différences dans les mots, les façons de penser et d'être, non pas pour les juger, mais pour les rendre confortables. Parce que lorsqu'on se sent vu, entendu et compris, on se sent enfin libre d'être vrai. Et si comprendre les différences faisait toute la différence. Alors, aujourd'hui, on parle de la richesse des différences face à la sensibilité, la vulnérabilité et la fragilité. Et j'ai eu à constater la grosse différence de tout ça, donc on va élaborer là-dessus aujourd'hui. On nous a appris à nous taire et surtout à nous protéger pour ne pas souffrir. Et si la souffrance venait justement de la privation? C'est un espace vraiment particulier, cette souffrance-là, parce que on nous a pas appris à gérer ce qu'on ressent dans notre corps, à le comprendre, et des différences comme celles qu'on va parler aujourd'hui, c'est très particulier parce que je vais t'amener des notions qui vont t'aider à te comprendre davantage et à mieux gérer ces espaces qui sont délicats là, pour ne pas dire tabous pour bien des gens, parce que bien sûr on a peur de souffrir et c'est ce qu'on nous a appris à nous protéger avant tout. Donc choisir de se protéger, j'ai une petite citation que je te donne, signée Chantal Beaumont. Choisir de se protéger, c'est nourrir la conviction d'infériorité et se réfugier dans la peur, la distance et l'isolement. Se cacher, c'est faire de soi une impertinence et se mentir à soi-même. Et pourquoi je parlais de « et si la souffrance venait justement de la privation ». Ça t'es-tu déjà arrivé? Puis je suis sûre que oui, parce qu'on l'a tout fait quand on était enfant, encore plus quand on a été ado. Et malheureusement, il y en a qui continuent de le faire en étant adulte. Et c'est quelque chose que je tiens à t'expliquer pour pas que tu t'en ailles dans cet espace-là. Je parle de se retenir de pleurer. Il y a plein d'occasions qu'on a de pleurer, que ce soit par tristesse, que ce soit par colère, que ce soit par impuissance, par frustration, par peur. Il y a plein d'occasions de pleurer. Et même dans des situations où est-ce qu'on a l'occasion de manifester notre amour pour quelqu'un, ça aussi, c'est des espaces de pleurs qui, trop souvent, sont freinés. On refoule le pleur jusqu'à s'étouffer. Souviens-toi, là, parce qu'on l'a tout fait, là. Tu sais, quand tu t'en retiens pour pleurer, là, puis là, ça coince dans la gorge ici. Ça fait mal dans la gorge. Ça fait mal dans le corps. Ça peut même se faire mal jusque dans le ventre, OK? Tout dépendant de où tes émotions jaillissent, parce que c'est quand même assez spécifique à chacun, mais quand on se retient de pleurer, et c'est pour ça que quand je faisais des salons, j'avais une affiche un bout de temps, câlin gratuit, je donnais des câlins aux gens. J'avais une affiche qui disait que j'étais spécialiste en gestion d'émotions et les gens traversaient l'autre bord du couloir pour être sûrs de ne pas venir à mon kiosque parce que les gens ont peur des émotions. Puis les émotions, là, veut pas, c'est un espace de vérité. C'est un espace où tu as l'occasion de manifester ce que tu vis à l'intérieur de toi. Une émotion, c'est par là qu'on peut goûter un jour à la liberté d'être. Mais qu'est-ce qu'on fait? On refoule les pleurs. Pourquoi? Parce qu'on veut se montrer fort. Et me suis tellement soumis à cette connerie que j'ai complètement brisé mon corps. Parce que la prochaine fois, OK, que tu auras l'occasion de pleurer, parce que tu vas avoir une émotion qui va t'étrangler, qui va te faire mal dans la gorge, ben, je t'invite à vivre l'expérience de lâcher ce pleur-là. De lâcher, là, comme un barrage hydroélectrique qui s'effondre.
de pleurer de tout ton cœur, de pleurer de toute ta vérité, de pleurer de toute ta sincérité et de constater que ce qui fait mal, c'est bien plus de le retenir que de le vivre, parce que lorsqu'on le vit, on en jouit littéralement. C'est vraiment drôle parce que euh, moi, j'ai fait 4 dépressions avant de comprendre qu'il fallait que je vive mes émotions. Puis, c'était vraiment drôle parce que quand j'entrais en dépression, je m'observais beaucoup. Et je vais toujours me rappeler d'un midi où est-ce que j'écoutais les pierres à feu et que je braillais ma vie, je pleurais à pu finir. Et je me disais, comment ça se peut, que je pleure en écoutant les pierres à feu, mais comment ça se peut que ça me fasse autant de bien de pleurer? Si tu as écouté l'épisode 1 où est-ce que je parle de l'amour versus aimer et que je raconte ma folie de grande romantique et que je raconte à quel point je me nourrissais de liberté d'être quand j'étais en peine d'amour parce que c'était des espaces où j'avais donc ben le droit de pleurer. C'est comme si, on a le droit à une peine d'amour, on a le droit de pleurer. Mais tu sais, d'autres espaces, on n'a pas le droit de pleurer. Tu sais, il y a une fille avec qui j'ai croisé récemment, on parlait de mort et il était tout content de s'être retenu de pleurer face à la mort de leurs proches. Pourquoi c'est si important de cacher l'amour? Donc, je comprends pas. Ben oui, je le comprends parce que je suis passée par là où est-ce que le pleur est considéré comme une faiblesse. Mais je sais aujourd'hui que c'est une force parce que j'ai eu l'occasion, c'était vraiment drôle. Je donnais une conférence dans un salon, puis après ça, il y a un monsieur qui vient me voir à mon kiosque et il vient me voir. Puis là, je le vois tu sais, il taponne sur ma table, puis il me pose des questions bizarres, mais tu sais, ben en surface, tu sais. Puis là, y a-tu quelque chose que tu veux me dire? Tu sais, il a fallu vraiment que j'étire les verres du nez. Ben, il dit, t'as pleuré pendant ta conférence? Je dis, ouais, je le fais presque toujours parce que c'est moi. Et j'ai plus le droit me donne plus le droit de me cacher. Ben, il dit, tu penses-tu que tu serais capable de me faire pleurer? J'ai fait quoi? Et c'était tellement magnifique de voir le désir. Le monsieur, il désirait profondément que je l'aide à pleurer. Et donc, quand il est venu en consultation, il m'a expliqué pourquoi. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Il dit, moi, j'ai appris à être fort, j'ai appris à refouler mes émotions, j'ai appris un homme, ça pleure pas, c'est solide. Et aujourd'hui, je suis grand-père. Ça m'émeut tellement. Euh, il me dit, aujourd'hui, je suis grand-père et j'arrive pas à ressentir et à vivre la joie et l'amour avec mes petits-enfants. Et euh, je me sentais privilégiée de pouvoir le reconnecter à l'amour pour qu'il puisse vibrer avec ses petits-enfants. Ça a été vraiment une rencontre incroyable où est-ce que je me suis sentie hautement privilégiée de l'accompagner dans ça. Mais en même temps, je me suis dit, ce monsieur-là, s'il m'avait pas vu pleurer en conférence, il m'aurait peut-être jamais vu, reconnu ou trouvé comme une personne ressource pour lui, pour revenir vers ses petits-enfants, pour revenir vers lui, vers ses émotions. Euh, fait que et de plus en plus, depuis, tu sais, ça fait peut-être 10 ans que je m'entraîne à être vraie, puis je m'entraîne à être transparente en toutes circonstances, et je n'ai que des expériences incroyables dans mes plus grands échappées, que ce soit des colères, que ce soit de la tristesse, que ce soit une émotion en pleine formation, que je m'effondre à quatre pattes à terre à broyer ma vie. Euh, et cette, cette liberté d'être que je nourris, dont je me suis privée pendant 42 ans, parce qu'il a fallu que je réapprenne à pleurer. Quand j'ai commencé à apprendre à vivre au présent, puis à me dire, ben coudonc, je me suis peut-être plantée, j'ai peut-être rien compris, puis il faudrait peut-être que je réapprenne à vivre, puis que j'ai décidé de me reconnecter à mes émotions. Je me rappelle d'avoir été voir une hypnothérapeute que je connaissais. Puis, je m'en vais la voir et dès la première rencontre, ben, je rentre en transe, ben, en tout cas en hypnose, et
je me reconnecte et là, je me mets à pleurer. J'ai eu l'impression que j'avais un caillou là, gros comme ça, là, à peu près, si t'écoutes en audio, là, à peu près là, un caillou de 2 pieds de large qui m'a passé dans la gorge, tellement que ça faisait mal, tellement je m'étais entraînée à freiner mes émotions, ma colère, ma tristesse, mes pleurs. Tout était, j'avais comme mis du béton armé dans ma gorge parce que je m'étais tellement entraînée à refouler mes émotions que lorsque j'ai décidé de réouvrir les vannes, j'ai eu l'impression qu'il y avait un caillou de 2 pieds de large qui me passait dans la gorge tellement ça le fait mal, la décristallisation, parce que je me souvenais plus ce que c'était de vivre les émotions et j'avais réussi à me blinder tellement fort que le barrage était construit au niveau de ma gorge. Donc, ça a été vraiment un processus euh, auquel il a fallu que je réapprivoise le pleur et c'était vraiment drôle parce que mon hypnothérapeute, c'était une empathe, une hyper empathe et la deuxième fois que je suis allée la voir, et là, elle voulait pas que je pleure parce que, tu sais, pour elle, c'était terrible pleurer, donc j'avais pas expliqué tout le processus qu'il y avait derrière, je veux pleurer. Mais moi, j'allais comme manger un gros gâteau au chocolat plein de fromage, là, d'aller pleurer, ça faisait 42 ans, je pleurais plus. Ben, pas 42 ans, mais mettons, je sais pas, au moins 30 ans que je m'entraînais à plus pleurer. Fait que pour moi, c'était du gâteau au chocolat. Et là, pendant la séance d'hypnose, ben, c'était comme organisé pour contourner le pleur. Et après la séance, j'ai dit, tu fais plus jamais ça. Moi, je viens ici pour ça. Donc, je comprends que tu es une hyper-empathe et que c'est difficile pour toi de voir les gens pleurer, mais ne me prive plus de mon gâteau au chocolat. Et ça a été, on a bien ri parce que, tu sais, autant je comprenais sa posture qu'elle comprenait la mienne. Fait qu'on s'est ajusté avec ça, mais quand même, ça a été vraiment tellement libérateur dans tout mon corps, ma gorge, mes poumons, tu sais, ma respiration s'est restaurée, tout mon tronc, ma cage thoracique, c'est comme tout dilaté et grandement ouvert juste parce que je me suis redonné le droit de vivre mes émotions. Donc, c'est vraiment un espace d'autodestruction, de refouler nos émotions, de s'empêcher de les vivre, parce que c'est comme si, tu sais, j'utilise souvent l'analogie de l'eau, on est de l'eau. Donc, dès qu'on n'est pas vrai, transparent, sincère dans notre manière d'être, de nous exprimer, de vivre nos émotions, qui est la normalité, c'est ce qu'on devrait faire tout le temps. Je sais pas d'où ça vient, la connerie qu'on devrait pas pleurer, pas être, pas vivre finalement, alors qu'on est des humains et c'est ce qui colore notre vie, les émotions. Euh, je me suis privée de ces couleurs-là pendant trop longtemps. Et c'est pour ça que je me suis dit, je dois absolument faire une émission là-dessus. Parce que ce qui colore notre vie, c'est justement d'être vrai et de s'accorder cette liberté d'être face aux émotions. Je vais reprendre mes notes parce que je suis en train de m'égarer parce que je suis tellement devenue une passionnée des émotions depuis que je suis sortie de prison que je m'emporte. Donc, je reviens à mes notes. Donc, oui, j'ai marché sur cette route où j'ai cru devoir être tout sauf moi. Et cela m'a détruit mentalement, émotionnellement et physiquement. Et ça, c'est pas des blagues. Mon corps était rendu, j'avais des douleurs dans tout le corps, ma cage thoracique, j'avais l'impression d'avoir comme un espèce de d'étau qui me serrait la cage thoracique, les poumons. Je me réveillais en pleine nuit, puis capable de bouger, de parler ou de faire quoi que ce soit, c'était vraiment épouvantable. Donc ça a été, tu sais, j'ai comme pas eu le choix, mais mon Dieu que je suis contente de pas m'être donné le choix de sortir de là, parce que c'est ça, mon corps était rendu complètement brisé par mon professionnalisme à être hypocritement, donc de ne plus jamais être moi, de ne plus jamais être vrai, de ne plus vivre mes émotions. Donc j'y avais tellement réussi parce que tu sais, c'était pas juste de pas pleurer dans mon cas, parce que ma colère m'avait poussé à avoir peur de tuer quelqu'un. Mon rire, ben, je pissais dans mes culottes, c'est pas des blagues, je riais tellement que je pissais dans mes culottes. Donc, toutes mes émotions étaient bloquées. Fait que c'est sûr que quand tu vis plus, littéralement, ben, le corps, à un moment donné, ben, il est pas fait pour ça. On n'est pas, on bouge, on n'est pas un barrage hydroélectrique. Donc, on est supposé, les émotions, c'est la même chose, c'est supposé être aussi fluide qu'une rivière qui dévale. Donc, c'est de restaurer ça, mais on va y aller plus spécifiquement en différenciant les trois espaces quand même. Donc, j'ai choisi d'afficher force, solidité et confiance et je suis
simplement parvenue à tomber de plus haut. Euh, En effet, lorsque, tu sais, j'étais une hypersensible, donc j'étais une enfant, puis là, ben, je me faisais bullier, là, je me faisais titiller, attaquer par les autres enfants, parce que je pleurais de rien, donc c'est sûr que j'étais la proie idéale. Fait que c'est sûr que c'est à partir de là que je me suis comme entraînée à afficher une confiance en moi démesurée, qui était fausse parce que aujourd'hui je le sais, si tu as écouté l'épisode sur la peur, aujourd'hui je le sais, j'étais pas courageuse, pas en tout, j'étais une peureuse qui fuyait et qui a vécu de courage, mais c'était, tu sais, c'était vraiment euh, pour moi, plus j'allais être hypocrite, donc m'afficher solide, forte, ben plus j'allais être en sécurité. Et dans le fond, tout ce que j'ai fait, c'est me détruire de l'intérieur parce que je mentais, je demandais pas de soutien quand j'en avais besoin, je demandais pas d'aide quand je souffrais, je me cachais quand j'avais de la tristesse ou quand je souffrais intérieurement ou quand je vivais toutes sortes de choses, que ce soit l'agression sexuelle, quand j'ai perdu mon meilleur ami suite à ça. Donc tout ça, ben tout ce qui était émotion de drame, si on veut, euh, je suis devenue, je me cachais vraiment. Et ce que ça l'a fait avec le temps, c'est que je suis devenue accro à la souffrance. Comment on peut devenir, comment la souffrance peut être addictive? C'est que lorsqu'on souffre, on est en crispation dans le corps très fort. Et lorsque, soit on finit par pleurer parce qu'on explose, on n'est plus capable, ou soit quand on va chercher le verre de vin rouge, le joint, ou peu importe, ça mène un «ah» dans le corps. Et ce «ah»-là, ben, on peut pas l'avoir si on n'est pas crispé avant. On- 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 donc, on devient accro à la souffrance parce qu'on est en quête d'un «ah» de dilatation. Fait que c'est assez pathétique, là, si on peut dire, mais tu sais, c'est pas pathétique, c'est comme paradoxal, euh, parce que on se retrouve à, à être en quête d'un A, mais le A exige la souffrance. Donc, je suis devenue vraiment une addict à la souffrance parce que c'était la seule forme sous laquelle j'existais, mais surtout, comme ça que j'allais me chercher mes A de dilatation. Donc, c'est vraiment, et lorsque j'ai affiché confiance, 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 et que un jour je me suis effondrée en public, il n'y a rien de plus humiliant. Et je me suis rendu compte que justement, le piège de la confiance en soi, c'est qu'on nourrit d'afficher la confiance alors qu'on sait qu'on n'est pas solide. Donc, tout ce qu'on fait à tous les jours, c'est exiger et savoir que on y arrivera peut-être pas toute notre vie, mais plus on s'impose l'hypocrisie par la solidité, plus on craint comme en secret, on le sait très bien que c'est de l'imposture. Donc, plus on nourrit notre imposture, plus on a peur qu'elle tombe parce que qu'est-ce qu'on se rend compte dans notre corps? Ça devient de plus en plus dense, lourd, pesant, étranglant. Peu importe la façon qu'on le vit, la crispation qu'on vit dans notre corps, chaque fois qu'on n'est pas vrai, chaque fois qu'on n'est pas nous-mêmes, chaque fois qu'on n'est pas authentique, chaque fois qu'on n'est pas transparent dans notre vérité, dans ce qui nous habite, dans ce qu'on est, c'est là que l'inconfort s'installe dans le corps et ça, à un moment donné, ça devient trop pesant et tout ce qu'on sait, même si on arrive à être des prodigieux hypocrites comme moi j'ai été, c'est qu'un jour ça tombe et c'est là que on s'accepte pas, on se juge, on se tape sur la tête et on se cache encore plus. Donc, c'est vraiment un espace où est-ce que je t'invite à t'accorder ta liberté d'être le plus rapidement possible. Le jour où je me suis rendu compte que c'était normal que je m'effondre en dépression tous les 3 ans, c'est vraiment drôle parce que, en effet, j'ai fait comme 4 dépressions. Mon cycle, c'était, je fais une dépression d'1 an, après ça, je suis en high pendant 3 ans. Donc, c'est ce qu'on a décelé lorsque j'ai eu mon diagnostic de bipolaire. Et lorsque j'ai remis tout ça en question, parce que pour moi, là, de prendre des pilules à vie, c'était inconcevable, puis qu'il a fallu que je m'auto-investigue, que je m'auto-étudie pour arriver ailleurs que dans cet espace-là, ben, je me suis rendu compte que c'était tellement normal qu'au bout de 3 ans d'hypocrisie, que je m'effondre et que le «Ah»
c'était pas 5 minutes de pleurs, là. Ça m'en prenait pendant un an, là, pour me réhydrater, là, me redonner la liberté d'être. Donc, ça a été vraiment un processus où est-ce que j'ai fait, ben voyons, c'est normal si je suis jamais moi que je devienne essoufflée de ne pas être moi et que j'aille besoin d'un an pour être moi. Donc, le cycle est tombé. Donc, je sais pas si je peux dire ça, mais j'ai terminé mon expérience de la bipolarité, j'ai terminé mon expérience de la dépression parce que je fais du fur et à mesure en étant moi chaque jour. Et c'est là que j'ai compris vraiment la différence entre sensibilité, vulnérabilité et fragilité qu'on va élaborer plus loin. Je fais durer le suspense. Donc, j'ai choisi de me donner le droit d'être moi, un être sensible. J'étais une hypersensible, hyper empathe. Euh, un être, les hypersensitifs sont des gens qui se connectent énormément à toutes les fréquences vibratoires. Donc, c'était normal que quand je ris à pisser à mes culottes, je riais peut-être 250 personnes quand je pleurais. C'était la même chose. Je pleurais pour tous ceux qui pleuraient pas. Ou je pleurais avec tous ceux qui pleuraient. Donc, c'était normal que je pleure. Donc, euh, mon hypersensitivité, qui est en fait de l'hyperconnectivité, faisait que je vivais des émotions démesurées pour une petite bébelle à 50 cents comme un corps humain. Donc, c'était beaucoup trop à gérer et c'est pour ça que, veux pas, j'entrais en perte de contrôle et c'est la perte de contrôle que j'appréhendais. C'était pas les émotions comme telles, c'était la perte de contrôle, que c'était démesuré. Donc, c'est vraiment un espace où est-ce que j'ai eu à m'auto-observer vraiment beaucoup. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'enseigne la vie au présent, la clé, c'est l'auto-observation constante parce que c'est ce qui m'a aidé à sortir je sais pas comment appeler ça, la maladie mentale ou peu importe, l'instabilité émotionnelle ou peu importe, les montagnes russes des émotions. Donc, c'est vraiment là que c'est par l'auto-observation que j'ai réussi à me repositionner, m'accorder ma liberté d'être, arrêter de refouler, de me blinder et de faire du fur et à mesure au niveau de ma gestion émotionnelle. Et c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus facile. C'est plus un torrent ou un barrage hydroélectrique qui s'effondre quand je ris ou que je pleure. C'est une gorgée d'eau, c'est rendu pas mal plus confortable puis réaliste comme expérience émotionnelle. Donc, c'est vraiment plus facile à gérer au quotidien que d'attendre 3 ans avant de pleurer. Donc, j'ai découvert la différence entre les trois, mais en plus, j'ai compris que mon sentiment d'isolement venait de l'intérieur. Et ça, je vais y revenir au niveau de l'isolement. Dans l'épisode 9, on va parler de la différence entre solitude et isolement parce que je trouvais important d'amener ça, mais je vais quand même t'en donner une petite touche aujourd'hui parce que à chaque fois, dis-toi bien, là, retiens ça de l'épisode d'aujourd'hui, dis-toi qu'à chaque fois que tu refoules une émotion, c'est comme si tu te disais ta gueule. Et ce ta gueule-là, donc ferme-la, ou je sais pas trop comment le dire pour les Européens, chaque fois que tu te dis tais-toi, tu t'éloignes de toi. Et ça, pour moi, ça a été une découverte vraiment clé parce que j'ai compris que le sentiment d'isolement, ça vient de l'intérieur. Et c'est malheureusement un espace que la société véhicule comme pertinent de le blindage émotionnel, l'imposture, l'hypocrisie, peu importe. Mais ce qu'on ne sait pas quand on adhère à ça, c'est qu'on signe un contrat de négligence de soi, d'oubli de soi, de se tasser, de s'ignorer et de s'éloigner de soi, donc de ne plus se donner le droit d'être soi-même. Dans mon deuxième livre, dans Et si Dieu était matière, je raconte une anecdote, puis à la fin, je dis, l'enfer d'une personne naît le jour où elle décide qu'elle doit être n'importe quoi sauf ce qu'elle est. Et c'est vraiment l'espace clé pour une hypersensitive empathe. Pour moi, c'est ce qui a fait une grosse, grosse, grosse différence dans ma vie parce que je me suis rendu compte que je m'éloignais de moi et que je me faisais du mal et que ça l'a nourri un sentiment d'isolement.
Donc, maintenant, je me sens plus jamais seule parce que me mets plus jamais dans le garde-robe. Donc, j'ai tout le temps droit d'être moi. Euh, alors, avant de te donner le petit exercice à faire pour t'observer, je vais te donner la fameuse différence entre sensibilité, vulnérabilité et fragilité pour vraiment que ce soit clair dans ta tête et que tu puisses te repositionner et faire un choix selon ce que tu vas te donner le droit de vivre, mais au moins tu vas comprendre la différence entre les trois. Et s'il y a une zone qui est moins confortable que l'autre, ben, tu pourras dire, ben, moi, je suis dans cet espace-là. Donc, est-ce que premièrement, je vais commencer par sensibilité. Pourquoi? Parce que c'est la normalité, OK? Les êtres humains sont des êtres sensibles, OK? Donc, c'est pas pour rien qu'on a 5 sens, plus notre œuvre quantique, donc tous nos ressentis. Donc, la sensibilité, c'est presque ce qui définit l'humain. Nous sommes des êtres sensibles. Donc ça, la sensibilité, c'est la normalité. Donc ça, ça devrait normalement être un espace légitime d'expérience humaine. OK? La différence avec la vulnérabilité, c'est une ouverture à la proximité, c'est un abandon en confiance ou en insouciance. Pourquoi je dis ou en insouciance? Parce que la vulnérabilité, j'en ai parlé dans l'épisode 1 aussi. Quand on tombe en amour, puis on appelle ça tomber en amour parce qu'on ne s'en rend pas compte qu'on tombe en amour. Ça se fait tout seul. Et nos premiers amours sont si délectables parce qu'on n'a pas peur et on fonce tête baissée. Donc, c'est pour ça que j'utilise le mot insouciance. Donc, on devient extrêmement vulnérable dans un espace où on s'abandonne en confiance, donc on pense pas avoir peur, on pense pas que ça pourrait être un problème ou qu'il pourrait y avoir de la souffrance à la clé de ça. Donc, c'est un abandon en confiance ou en insouciance, la vulnérabilité. Mais là où ça devient intéressant, puis que moi, j'ai appris à l'utiliser dans mon travail, c'est que j'appelle ça de l'ouverture à la proximité parce que si je ne suis pas dans un état de vulnérabilité lorsque je suis en consultation avec mes clients, je ne pourrai pas me rapprocher d'eux. Pourquoi? Parce que eux viennent se confier à moi, ils viennent me raconter des choses qu'ils n'ont peut-être jamais dit à personne, puis ça arrive souvent. Donc, si j'arrive dans une posture de froideur, est-ce que ça va être confortable pour eux de se confier? Non. Donc, je me mets dans une posture de vulnérabilité énorme pour qu'ils se sentent en confiance. C'est comme, tu sais, quand deux chiens ils se rencontrent, ils lèvent les fesses, ils se baissent par en avant pour dire, hey, je veux pas t'attaquer, là, on joue. Donc, c'est un petit peu ça que je fais. J'abaisse mon niveau pour pas être dans une posture d'attaque ou de protection. Je suis dans une posture d'hyper-vulnérabilité et c'est ce qui fait que ça propose une espèce de supériorité à ma cliente ou mon client qui fait qu'il se sent en confiance, il ne se sent pas jugé. Donc, c'est vraiment, pour moi, la vulnérabilité, c'est mon outil de travail au quotidien, c'est que j'en ai besoin pour instaurer un climat de confiance et de sécurité avec ma clientèle. Donc, pour moi, j'appelle ça une ouverture à la proximité. Troisième, la fragilité. Là, c'est la zone glissante, si on peut dire. C'est ce qu'on veut pas. Donc, je vais te donner ma définition. Et encore une fois, c'est la mienne. C'est pas obligé d'être la tienne, mais je t'amène une façon de voir la chose. La fragilité, moi, comment je définis ça, c'est une proposition d'infériorité, d'insécurité et de danger. Donc, à la base, on est des êtres sensibles, donc on ressent. OK? Donc, on ressent les autres, on ressent notre différence, on ressent des regards, on entend des mots. Donc, on est des êtres sensibles, donc perspicaces. Qu'est-ce qui va faire qu'on va entrer en relation avec les gens? On va se permettre une certaine vulnérabilité, une certaine transparence, dans une confiance. Donc, on va entrer en relation. La fragilité,
c'est se proposer que ça va nous mettre en danger. C'est se proposer que notre différence peut nous mettre en danger. Alors, c'est une proposition, c'est une conception mentale, ça peut être même des croyances. Donc, la fragilité, c'est une conception, mais c'est avant tout une proposition. Donc, nous ne sommes pas fragiles, nous sommes des êtres sensibles et nous avons le choix de se rendre vulnérable pour créer la proximité ou de se fermer pour créer la distance. Mais si on développe le réflexe de se protéger, on se ferme à la proximité. Et c'est ce qui va nous faire sentir seuls ou isolés. Parce que la fermeture fait que c'est comme... C'est vraiment là... Imagine un lac, et là, tout à coup, on met un mur en béton dans le lac. Il n'y a plus un lac, il y a deux lacs. Donc, c'est ce qui propose la distance, c'est qu'il y a la fermeture, OK? Fait que c'est vraiment ça. À la base, on est des êtres sensibles, on est des êtres unis, on vit d'un tout. Et du moment que l'on se ferme, du moment où est-ce qu'on ne se permet plus d'entrer en relation par notre choix de vulnérabilité, donc d'accessibilité, donc on ne s'ouvre pas volontairement à la proximité, ben inévitablement, on se propose une vulnérabilité, on se propose un danger, une insécurité, on se ferme et on se prive de proximité. Ça peut pas être les deux. Tu peux pas être fermé et proche. Tu sais, on est souvent en relation puis on se dit comment ça que je me sens loin, comment ça que on dirait que je sens pas que tu m'aimes. Ben c'est souvent parce que on a fermé la porte à la proximité parce qu'on a tellement peur de souffrir que on va aimer, on est capable d'aimer pareil, mais on a instauré un barrage hydroélectrique entre nous et les autres pour notre sécurité parce qu'on s'est conçu à un moment donné ou à un autre comme fragile et cette conception mentale-là a instauré un barrage qui est aussi dense qu'une table qui peut qui nous bloque l'accès à une proximité relationnelle, que ce soit avec notre famille, nos amis, nos collègues, notre chum, notre blonde, peu importe, ce choix de se croire, donc de croire à la proposition d'infériorité, d'insécurité ou de danger, c'est vraiment une posture à revoir. OK? Donc, on n'est pas en danger parce qu'on est vulnérable. C'est un choix, c'est une ouverture à la proximité. On le sait qu'il y en a qui peuvent nous poignarder dans le dos. On le sait que c'est pas tout le monde qui est digne de confiance. Mais est-ce que je vais me priver de toutes les personnes extraordinaires dans ma vie parce que ça se peut qu'il y ait une exception pour confirmer la règle? Tu sais, j'imagine que c'est tout du monde de plus de 15 ans qui écoute cette émission-là, même si elle peut faire à n'importe qui. Mais si on a survécu à l'adolescence, je sais pas si tu te souviens de ton adolescence, mais si on a survécu à l'adolescence, on a le droit de s'accorder un certificat de non-fragilité parce que s'il y a une zone où est-ce qu'on était c'est littéralement la jungle, le secondaire. Donc, si on a survécu à l'adolescence, on est capable de survivre à n'importe quoi parce qu'on est on est plus civilisé en tant qu'adulte, je crois. Je suis peut-être folle ou naïve ou peut-être égarée dans le monde de la confiance, mais je pense que si on a survécu à l'adolescence, on est capable en tant qu'adulte de survivre à n'importe quoi. Donc, on peut cesser de se proposer la fragilité, se permettre de explorer et faire des petites visites en vulnérabilité pour permettre la proximité et réapprovisionner, se réconcilier avec la confiance relationnelle. Donc, ce qui résume la différence entre les trois, donc sensibilité égale normalité, vulnérabilité égale ouverture à la proximité, donc c'est un abandon en confiance ou insouciance, et la fragilité, c'est une proposition d'infériorité, insécurité et danger dans lesquels il faut choisir. Donc, ces trois espaces de conception de nous, est-ce que je suis
supérieur ou inférieur, est-ce que je suis en danger? On ne l'est jamais, sauf si on se conçoit comme inférieur. Donc, ce sont trois espaces de conception de soi qui nous permettent soit de nous éloigner ou de nous rapprocher, et ce, autant de soi que des autres. Alors, c'est ce qui conclut cette portion-là. Maintenant, je te propose un petit exercice d'intégration pour vraiment t'aider à intégrer tout ça dans ton quotidien. Donc, je t'amène, tantôt je parlais de la force de l'introspection. Alors, je t'invite à te poser des questions, donc en introspection, à jaser avec toi. Puis si tu as de la difficulté à répondre, ben je t'invite vraiment à dire les questions à voix haute. Normalement, là, tu prends une bonne respiration, tu dis la question à voix haute, puis la réponse va venir toute seule, OK? Donc, c'est une belle façon de communiquer avec soi, c'est de dire les choses à voix haute, mais en prenant une belle respiration profonde avant. Alors, je te donne des questions à te poser. Premièrement, fais-tu tes choix en fonction de toi ou des autres? Et ça, c'est sûr que les empathes, par réflexe, par déformation génétique, on le fait en fonction des autres. Donc, est-ce que tu accordes plus d'impact à ta coup que ça fait de la peine à l'autre ou à mon Dieu que ça va me faire du bien? OK? Donc, ça, c'est vraiment une question d'introspection que tu dois prendre conscience. Dans mon école, j'explique justement que une fois qu'on a dit quelque chose, on n'a plus aucun contrôle sur ce qui se passe après. Donc, de permettre que de focusser sur le bien que ça te fait de t'exprimer ou d'être vrai ou de pleurer et de lâcher prise sur ce que ça peut avoir comme impact, c'est vraiment très bénéfique. C'est un espace d'amour de toi. Donc, je t'invite vraiment à entrer en introspection là-dessus. Donc, question 1, fais-tu tes choix en fonction de toi ou des autres? Deuxième question, qu'est-ce qui est plus important de ne pas faire mal ou de te faire du bien? Donc, une fois que tu vas avoir compris la première question, tu fais-tu tes choix en fonction des autres, mais est-ce que tu accordes plus d'importance à ça va, t'as coup que ça y fait de la peine, t'as coup que ça y fait du mal, t'as coup que ça dérange, t'as coup que... Ou tu focuses sur ça me fait du bien. Et normalement, la bonne réponse, c'est ça me fait du bien, OK? Donc, si tu es dans l'espace contraire, ben, c'est à toi de commencer dès aujourd'hui à t'entraîner à changer de posture. Maintenant, à quand remonte la dernière fois que tu as dit non à la personne que tu aimes ou méprises? Et c'est vraiment, c'est une zone vraiment très challengeante parce que les personnes à qui on dit le moins non, c'est souvent les personnes à qui on aime le plus. Et vient un jour où est-ce que on dit un non de trop et notre amour se transforme en mépris. On se met à changer, à concevoir l'autre d'une autre façon. On se met à avoir de la colère qui nous remplit à l'intérieur de nous parce qu'on se donne plus le choix. Fait que pour t'éviter d'aller t'égarer dans cet espace-là, je t'invite vraiment les personnes avec qui peut-être que tu as l'impression d'être abusé, les personnes avec qui ouf, c'est lourd quand tu entres en contact avec ces personnes-là ou quand tu vois que le téléphone sonne puis c'est cette personne-là, tu as envie de raccrocher ou de tirer ton téléphone dans le mur. Bon, ben, ces personnes-là, demande-toi, c'est quand la dernière fois que tu as dit non à ces personnes-là et ça va t'aider à comprendre pourquoi tu es en colère, c'est pas parce que l'autre est méchante, c'est parce que tu te donnes pas le choix ou le droit de dire non. Donc, c'est vraiment un espace que je te souhaite d'éviter, mais que si tu es déjà dedans, ben d'en sortir. Et je te dirais, le quatrième point à cet exercice-là, c'est si tu te rends compte à ces trois questions-là que tu t'es manqué d'amour, que tu t'es manqué de respect, que tu t'es mis en prison ou en cage, ben, je t'invite aujourd'hui, dès maintenant, right fucking now, à te pardonner, puis à t'aimer. Parce que même si on entre dans des espaces d'auto-négligence de soi, ça fait quand même de nous des personnes qui aimaient, qui nous aimions mal, qui aimaient les autres plus que nous-mêmes ou quelque chose du genre. Donc, pardonne-toi. Et c'est juste une question de choix, de repositionnement. Puis, je te dirais d'équilibre. Ça t'empêche, ça enlève rien à personne que tu t'aimes et que tu te priorises. Ça fait juste que tu vas avoir plus d'énergie pour aimer plus et mieux. Parce que souvent, ça peut être des ondes justement que tu donnes, tu donnes, tu donnes en espérant te valoriser, en espérant mériter.
Mais qu'est-ce qui fait que tu es dévalorisé et que tu as l'impression de rien mériter? C'est parce que tu t'éloignes de toi. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux, hautement vicieux et très inconfortable physiquement. Donc, dépêche-toi de faire ce petit exercice-là, de conscientiser, de faire le choix de te repositionner dans l'équilibre et de commencer à t'aimer. Et le premier pas de commencer à s'entraîner à s'aimer, c'est de se pardonner la zone d'ignorance, la zone justement où on a glissé, où on s'est égaré dans une hyper-générosité ou peu importe. Donc, fais-toi la promesse de t'aimer et de t'entraîner à te repositionner dans l'équilibre et à t'entraîner à être vrai. Oui, ça dérange. Oui, c'est pas super confortable au début. Et surtout, étant donné qu'on a de l'accumulation, les premières fois, ça sort tout croche, ça sort mal, ça sort peut-être même avec violence. Moi, je te dirais, à tes personnes proches, tu peux les prévenir que tu as l'intention de t'affirmer plus, puis que ça se peut que tu sois maladroite. Il n'y a rien de mal à prévenir les gens autour de toi. Si jamais tu t'échappes avant d'avoir prévenu, tu peux revenir dire je me rends compte que je manque d'entraînement, d'en mettre mes limites, d'en exprimer mes besoins, d'en m'affirmer. Et je suis désolée d'avoir perdu le contrôle avec toi, mais sois sûre que si ça s'est fait là, c'est parce que je tiens vraiment à garder ma relation avec toi et que je m'entraîne à être vrai avec toi. Donc, il n'y a personne qui ferme la porte à une phrase comme ça. Fait que je t'invite à faire ce choix-là, vraiment, à expérimenter ton authenticité et à te souvenir que la différence entre sensibilité, vulnérabilité et fragilité peut faire toute la différence dans ta vie et dans celle de ceux qui t'entourent. Alors, merci d'avoir pris ce moment pour vivre la richesse des différences. Si ce que tu as entendu résonne en toi, je t'invite à découvrir mes ressources sur chantalbeaumont.ca. Tu y trouveras mes livres, la possibilité de t'inscrire à mon infolettre et surtout mon école d'accompagnement hybride Confetti ta vie. Un espace pour nourrir ta différence d'amour en avançant avec douceur, clarté et confiance. Et si tu ressens l'élan de venir parler de ta différence ou proposer un sujet, rendez-vous sur richessedesdifférences.ca il y a un petit formulaire très simple à compléter pour m'acheminer tout ça. Alors, à très bientôt et souviens-toi, s'ouvrir aux différences peut faire toute la différence. Mon nom est Chantal Beaumont, je te souhaite une excellente journée. Bye bye.